Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle de la magie intérieure. On a en premier Eunoia avec le 8, tout en parfait équilibre. En deuxième, Vertigo avec le 35, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Et en troisième, Opulence avec le 21, commencez à diriger. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra soit concerner différentes relations, soit il y aura des éléments peut-être à prendre dans différents tas pour arriver au plus proche de votre situation. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Eunoia, le 8 et tout en parfait équilibre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Ok, il y a des choses qui tombent. Alors, on est à un point mort. Ça, j'ai envie de dire que c'est assez net. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu indécise. C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, cette jeune femme, elle essaye des chaussures. C'est comme si elle essayait des chaussures, mais elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. C'est-à-dire qu'il y en a qui correspondent, vous correspondez par exemple, mais ben, on change d'idée, on essaye, on change, il y a trop de choix, trop de possibilités. Et finalement, moi j'ai une notion de choix qui est compliquée pour la personne à qui vous pensez. C'est-à-dire que par exemple, peut-être qu'on vous veut, donc on va parler chaussures, hein, je suis désolée, mais imaginons que vous êtes un joli petit escarpin noir, canonissime, et on a clairement envie de vous acheter, mais parce que vous nous allez bien, vous êtes la bonne pointure, on est confortable, etc. Mais d'un autre côté, bah, on se dit, ouais, mais moi j'ai aussi envie d'une paire de baskets. Alors comment je fais? Parce que je peux pas faire un mix de la basket et de l'escarpin, parce que bah, ça c'est pas ce que je veux. Je veux une paire de baskets et je veux une paire d'escarpins, mais j'ai l'impression que je ne peux faire qu'un choix, parce que j'ai l'impression peut-être que mon budget il est serré, que j'aurai pas suffisamment donc de ressources. Donc pour des chaussures on va parler d'argent, mais en termes de relations ça peut être de temps, d'énergie ou de sacrifice à faire, parce que dans l'argent, on peut se dire, ok, bah, si j'achète 2 paires de chaussures, peut-être que je m'achèterai pas la petite robe qui va avec, donc de sacrifice, pour avoir les deux. Donc, on a l'impression qu'on n'a qu'un choix à faire, donc soit vous, soit autre chose, et que ces deux situations sont incompatibles. Donc, soit on peut parler d'une autre relation,
Soit on peut parler de quelqu'un qui a du mal à s'engager et qui se dit « Ah ouais, mais moi, si je choisis la chaussure de l'engagement, ça veut dire que peut-être je dois renoncer à la chaussure des sorties entre potes, que je dois renoncer à la sortie, à la chaussure j'ai envie des fois de rentrer dans ma grotte pendant plusieurs semaines et d'écrire à personne. » Et on essaye, là vous imaginez une personne qui a une chaussure à chaque pied et qui n'arrive pas à se décider. Et j'ai vraiment cette énergie un petit peu de... on sait plus trop quoi faire, on s'accroche justement peut-être à nos vieilles baskets. Voilà. Ça fait peut-être longtemps qu'on est en basket, on a flashé sur la paire d'escarpins, mais on se dit, ok, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais pas avoir mal aux pieds au début, enfin à la fin, à force de les porter? Est-ce que ça va pas m'empêcher de faire certaines choses que je fais en basket? Parce que le basket, on peut les mettre n'importe où. Hein, et du coup, on s'y perd un peu. C'est-à-dire que on a trouvé la perle rare, mais on a du mal à renoncer peut-être à ce que l'on connaît. Vous, du coup, face à tant, on va dire, d'indécision, tant de je change, je sais pas, j'ai de la difficulté à choisir, vous savez plus trop quoi faire. Du coup, vous êtes un petit peu dans... c'est pas vraiment que vous êtes dans la friend zone, c'est que vous essayez de créer du lien à travers le soutien, vous avez peut-être un petit peu laissé tomber la phase de séduction. Dans le sens où, je pense que vous flirtez quand même avec cette personne, mais vous avez du mal à aller plus loin que ça parce que vous avez peur de le braquer ou de la braquer. Donc on va plutôt miser sur je suis là pour toi, je peux t'accompagner, tu peux te confier à moi. Vous essayez de créer une intimité dans laquelle cette personne se sentirait en sécurité. Donc c'est-à-dire, vous pouvez en gros lui dire ok, si tu faisais de la location de mocassins, hein, comme ça, tu gardes tes baskets. Moi, je te force pas à mettre tes escarpins là tout le temps. Et puis, par contre, voilà, tu les essayes de temps en temps, un petit peu. Je sais pas, pour aller en soirée ou, vous voyez. Donc, on est sur une espèce de friend zone volontaire et involontaire. Involontaire parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place puisque cette personne n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut et savoir comment concilier les choses, mais d'un autre côté volontaire parce que c'est un axe de développement quelque part au niveau de la proximité, de l'intimité. Ce qui fait que voilà, on est dans une situation qui quelque part qui stagne un petit peu parce que on choisit, on étudie les options. On est sur, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est, pas un red flag, mais qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui ferait que dans ce choix-là, finalement, il y a quelque chose qui est intéressant, mais quelque chose qui l'est moins. Et on étudie les options. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que finalement, tant que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut réellement, étudier les options, ça donne peut-être encore plus le tournis. Et vous, vous êtes plutôt à la place de cet homme-là qui propose des rubans, quoi. Hein. C'est-à-dire... voilà, tu sais pas ce que tu veux, je vais t'amener toute la collection. Moi, je peux être ton ami, je peux être ta confidente ou ton confident, je peux être... on peut se fréquenter, on peut se séduire, on peut... voilà, vous êtes en train d'essayer de proposer un petit peu toutes les options que vous avez, et vous avez cette personne en face de vous qui est... Alors oui, j'aime bien le jaune, mais c'est pas la bonne taille. J'aime bien le rouge, mais ça ira pas avec toutes mes robes. Et du coup, on est sur cette espèce un petit peu d'équilibre, déséquilibre, c'est-à-dire que à défaut de trouver une décision, de trouver une voie, on est un petit peu en statu quo, mais c'est quand même pas très stable. C'est stable dans la stagnation, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment viable parce que finalement il y a de la frustration de ce côté-là, il y a de la frustration de ce côté-là, il y a des peurs de ce côté-là, il y en a ici aussi, donc c'est un petit peu compliqué. Ok. Alors, ok. Pour moi, la personne à qui vous pensez, elle a l'impression d'être... Alors,
Elle n'est pas, enfin, c'est un peu compliqué. C'est pas une personne qui est en dépendance affective, ok? On va pas. C'est une personne qui a peur de la dépendance affective. Elle a peur quelque part que vous deveniez irremplaçable, que vous deveniez, j'ai pas le mot, qu'on puisse pas se passer de vous, quoi. En gros, que vous deveniez vraiment primordial dans notre vie et qu'on n'arrive plus à faire sans. Et le problème, dans la dépendance émotionnelle, ce qui se passe généralement, c'est qu'on renvoie nos peurs, nos angoisses et nos besoins chez l'autre. La dépendance émotionnelle, pragmatiquement parlant, ce que c'est que par exemple, vous avez une blessure d'abandon et vous allez projeter cette blessure d'abandon chez l'autre et donc vous allez vous sentir un petit peu prisonnier de la relation parce que vous aurez terriblement peur que l'autre vous quitte et vous allez chercher la solution chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre doit vous montrer son attachement, qu'il ou elle ne partira pas, etc. Et là, ce qu'il y a, c'est que on a peur d'être accro quelque part à vous et de plus pouvoir se passer de vous, mais à l'image du cœur addictif, on a tendance à renvoyer nos peurs, à interpréter les choses et les mettre chez vous. C'est-à-dire que il y a une espèce de gap, de fossé entre ce que l'on pense, par exemple, que vous ressentez et ce que vous ressentez réellement. On va avoir l'impression peut-être que soit vous ne nous aimez pas assez, si on a par exemple une peur de l'abandon et on est dans ce qui pourrait se rapprocher de la dépendance affective, donc on va être en train de tester les limites, de potentiellement vous rejeter parce que je peux pas me laisser aller avec quelqu'un où j'ai l'impression que il ou elle peut m'abandonner, ou alors on va être dans le surego peut-être de cette personne m'aime trop et ça m'oppresse et moi je veux pas être enfermée, je veux pas être en prison, je veux pas être menottée, je veux pas devoir rendre des comptes. Et finalement, en fait, au lieu de chercher la solution à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de se dire ok, c'est peut-être moi qui ai un petit problème, qui interprète, qui devrait soigner, par exemple, ce que je ressens, ça vient de trauma, de blessures, et donc si je traite ça, ça ne va pas se projeter sur mes relations et ça me fera pas peur. Vous êtes à la fois dans la tête de cette personne la cause et la solution. C'est-à-dire que en gros, on va chercher à vous changer, si ça a du sens. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez trop parce qu'on a peur de l'engagement, on va essayer de dire, c'est de votre faute, vous nous mettez la pression, vous êtes trop comme ci, trop comme ça, donc c'est à vous de nous lâcher la grappe et de mettre de la distance. Sauf qu'en réalité, même si vous mettez de la distance, on se sentira quand même oppressé parce que la blessure, le manque et le mal-être viennent de nous. Inversement, si on a l'impression que vous nous aimez pas assez, on va dire que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas assez démonstratif, qu'on peut pas avoir confiance et que dans de telles conditions, on peut pas vraiment s'engager ou tout plaquer ou je sais pas quoi. Ok ? Donc, on a une déresponsabilisation de ce que l'on ressent, on va avoir tendance à l'attribuer à vous, et donc à vous attribuer la solution, ce qui fait qu'on est un petit peu bloqué dans ce qui va être travail perso, puisqu'on refuse de voir que nous, on a notre part de responsabilité, et que l'on pourrait agir dessus. Voilà, donc on est dans la méfiance constante. Parce que, encore une fois, dans la méfiance, quand on se méfie de quelqu'un ou de quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Parce que cette personne ou cette chose peut avoir un impact. Et là, on est méfiant parce que forcément, si toute notre source de peur, de mal-être, de souffrance, d'angoisse, on vous la met sur le dos, on peut pas agir dessus. Donc ça veut dire que vous avez un énorme pouvoir du point de vue de cette personne. Donc, voilà, on se méfie de tiens, si il ou elle m'a dit m'a lancé telle petite perche de séduction, et là on va être encore dans cette espèce d'interprétation excessive. Tout de suite ça veut dire que il ou elle veut être en couple. Et on peut se braquer, on peut rentrer un petit peu dans sa coquille. Donc on est sur une personne qui, et encore une fois, c'est tout. On en revient à cette histoire de départ. Tant qu'on ne sait pas ce que l'on veut réellement, tant qu'on ne comprend pas qu'il peut y avoir
aussi des choses différentes, parce que ça peut être sur des idées reçues. Si vous êtes effectivement un escarpin, il y a des gens qui vont se dire oh là là, je me vois mal être en escarpin toute la journée, j'ai mal aux pieds, c'est pas confortable, c'est pas pratique, etc. Et il y a des femmes qui portent des escarpins toute la journée, et puis ça leur va très bien, et elles font tout ce que les gens font en basket. Et ça peut être des préjugés, des a priori, de difficultés qu'on surestime. Donc, ouais, la personne à qui vous pensez, en fait, c'est comme si elle était enfermée dans des croyances qui ne sont pas vraiment bonnes, qui sont même pas spécialement accurate, j'ai pas le mot, enfin, d'actualité, enfin, elles correspondent pas réellement, mais elles nous bouffent un petit peu la vie quelque part. Ok. On se méfie de vous, en fait, parce que on n'arrive pas à comprendre, enfin, on peut pas se méfier de nous-mêmes, même si on se méfie de notre émotionnel, c'est plus simple de l'attribuer à vous. On a quand même, par contre, cette espèce de côté et de caractère un peu hypnotique par rapport à vous, de vouloir passer du temps avec vous, Alors, on va être beaucoup, je pense, dans la taquinerie. Ouais, moi j'ai beaucoup de taquinerie, de petites... on se rapproche par l'humour, parce que l'humour c'est léger, parce que ça permet de créer de la connexion, mais un peu plus safe. C'est un petit peu ce truc, on est quand même passionné, on est enthousiaste, on peut avoir envie de faire des choses avec vous, on a envie de communiquer régulièrement avec vous. Il y a quand même cette énergie de... Vous voyez, le page de bâton, c'est quelqu'un qui veut tout découvrir, qui veut tout apprendre, qui veut tout explorer, et on a ce regard par rapport à vous. On a envie de passer du temps avec vous, on a envie de passer des bons moments, mais il y a cette énergie très « je veux découvrir », mais en même temps en légèreté. Le page de bâton, c'est le jeune adulte qui veut faire le tour du monde. Mais c'est un jeune adulte, c'est énergie jeune. Les valets, c'est pas le mec quand il fait le tour du monde qui va faire sa liste, qui va planifier son départ à l'avance, qui va penser à quel type de météo il peut y avoir pour prendre ses vêtements en fonction. Non, c'est quelqu'un qui va prendre son sac à dos, qui va se dire voilà, là ça me pète, j'ai envie d'aller visiter tel endroit, je prends un billet d'avion, je prends le train ou une voiture, et quand j'y serai, on verra ce que je fais. Vous voyez, on se limite dans la projection. Et là, c'est un petit peu pareil. Oui, on veut vous découvrir. Sur les moments de spontanéité, on peut être force de proposition. On peut avoir envie quand on vous voit, par exemple, de prolonger les moments. On peut avoir envie de même, des fois, de proposer des moments, de vous écrire, de vous appeler au téléphone, etc. Mais... quand c'est pas trop dans l'anticipation. Si vous, par exemple, vous proposez quelque chose 2 semaines à l'avance, là c'est anxiogène. Parce que tout de suite, on est dans cette sensation de perte de liberté. C'est trop loin, c'est trop projeté, c'est trop enfermant, et on en revient à cette histoire de départ de... Voilà, ça me fait penser que il y a des incompatibilités. Si je m'engage là, je pourrais pas faire ça. Et puis est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai choisi? Et puis ci, et puis ça. On a besoin en ce moment un petit peu de s'isoler. Alors vous êtes peut-être dans une période là où vous écrivez moins, où la personne elle est un peu rentrée dans sa grotte, où il ou elle répond moins, donne moins de nouvelles, propose moins de choses. On a besoin un petit peu là d'être seul, on a besoin de sortir, on va dire, de la pression. C'est pas dans l'optique de rester comme ça indéfiniment, mais moi j'ai besoin d'une pause. C'est ça que j'entends. Alors peut-être aussi parce que s'il y a des conflits avec effectivement ce que l'on doit potentiellement laisser derrière ou ce à quoi on doit renoncer, voilà, on est en été, il y a les sorties, il y a les soirées, il y a les amis, il y a les barbecues, voilà, il y a peut-être la volonté un petit peu de repartager des moments avec d'autres personnes, de diversifier les choses. C'est pas parce que on en a marre de vous, c'est plus ce truc de... si je mets mes œufs dans plusieurs paniers, alors encore une fois, je me sens moins dépendant. Et j'ai moins l'impression de devoir faire un choix
quelque part. Donc, ouais, là, on est sur une personne qui peut être un petit peu froide. Il y a peut-être eu une dispute aussi pour certains d'entre vous. Sur une incompréhension, d'ailleurs, j'ai l'impression. Parce que je la sens très mentale, beaucoup plus mentale que émotionnelle, cette tour. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'émotionnel qui j'ai besoin de souffler, de faire le tri, etc. Mais il y a un truc très mental de aussi, j'ai envie de montrer que j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie d'être inaccessible, parce que j'ai envie aussi un petit peu que, et là il y a une certaine contradiction, j'ai envie que la personne me court après pour me montrer qu'elle tient à moi, mais d'un autre côté j'ai envie qu'elle me laisse tranquille parce que c'est too much. Donc, ouais, c'est un petit peu le bazar. En fait, satisfaction, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de, encore une fois, de légèreté. Et on aime la relation comme elle est parce que on a la position de force. Parce que vous adaptez, parce que nous, on a juste à dire, bah, j'ai envie d'avancer, entre guillemets, vous êtes là, j'ai envie de reculer, vous laissez de l'espace. Et finalement, on est dans une certaine zone de confort où on est un peu roi carotte, quoi. Hein, et on est bien comme ça. On est bien, on tient à vous, oui, mais on a ce besoin de garder les rênes et on est quand même sur une certaine immaturité émotionnelle. Hein. On est sur quelqu'un qui préfère vous accabler de ce qui va pas, de ce qui est anxiogène, plutôt que de se tourner vers lui-même ou elle-même, et qui peut en plus vous le faire payer, donc c'est dommage. Hein. Je vous dirais, faites attention, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est une relation qui peut être très dure sur le long terme, parce que très injuste, en fait. Et c'est le déséquilibre à ce point, ça peut vous impacter énormément. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Vertigo, le 35, et qu'importe votre choix, ce sera le bon. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Okay. Ok, alors, un peu compliqué cette histoire. J'ai l'impression qu'on peut être dans une relation où il y a une différence d'âge. Alors c'est un peu spécial quand même. Hein. C'est un peu spécial parce que j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu... C'est pas forcément une différence d'âge, mais la personne à qui vous pensez, elle a... Alors, c'est horrible dit comme ça, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Elle a quelque chose de supérieur. Ça peut être, donc, elle est plus âgée, donc elle a une autorité. Voilà, elle a une autorité. On va dire ça comme ça. Ça peut être une autorité via l'âge, ça peut être une autorité via le statut, via le poste hiérarchique dans l'entreprise. Ça peut être aussi, je sais pas moi, c'est votre comptable, votre médecin ou votre kiné. Ou... Mais il y a un rapport d'autorité, vous voyez, entre les deux. Et c'est un peu compliqué parce que je vais pas dire qu'on en abuse, parce que c'est pas vraiment ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on a tendance un petit peu
c'est pas fait méchamment, mais à jouer là-dessus. En fait, le truc, c'est que... Bon. En gros, ce que je ressens, c'est que cette autorité, je suis en train de me dire qu'elle est peut-être pas matérielle. Ce que j'ai, c'est qu'on est sur une personne qui va jouer de son autorité, mais parce que vous lui donnez le pouvoir. Et du coup, on est dans un truc un peu bizarre, un peu bancal. Alors, je suis désolée, c'est pas très très clair ce que je raconte. En gros, par exemple, si on parle d'une relation de couple, ben, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est cette personne qui dirige, qui commande, qui a le dernier mot, qui n'écoute pas forcément ce que vous avez à dire, qui... Et il y a quelque chose de... c'est pas forcément une personne autoritaire qui vous dit non, je suis pas d'accord, on fait comme j'ai décidé. Ça peut être plus vicieux. Vous voyez, moi j'ai un petit peu les vibes, par exemple, ça peut être comme une mère intrusive. D'ailleurs, ça peut être un rapport familial, hein. On n'est pas forcément dans une relation sentimentale, on peut être sur un rapport, là, par exemple, avec vos parents, avec grand frère, grande sœur, peu importe. Parce qu'il y a ce truc un petit peu de sous couvert de gratitude, sous couvert de gentillesse, sous couvert d'amour, je me permets des choses. Et ces choses, pour moi, ne sont pas saines de ce que je ressens. Et vous, elles ne vous conviennent pas, mais comme on vous culpabilise, et ça commence à faire dissonance chez vous. Vous voyez, ça peut être par exemple... vous imaginez, voilà, vous êtes adulte, vous avez votre appartement, et puis vous avez votre mère qui s'incruste, qui vient boire le café, et puis voilà, elle doit garder vos enfants parce que vous avez un rendez-vous, je sais pas quoi, et puis elle va commencer à faire, je sais pas, le ménage chez vous, à fouiller dans vos papiers pour vous aider, et puis quand vous rentrez, et puis vous dites, bah pourquoi t'as fouillé partout, et que t'as fait ci, et que t'as fait ça, bah vous dire, ah mais ma chérie, ou mon chéri, mais c'est pour t'aider, moi je voulais te soulager, je sais que t'as beaucoup de travail, que t'as des rendez-vous, alors je me suis permis ou permise de faire ci ou de faire ça. Alors en soi, sur le principe, on peut rien dire, quoi. La personne, elle vous aide, elle vous a fait le ménage, vous a fait des papiers, mais vous voyez, il y a ce truc de, quelque part, elle est intrusive dans votre intimité, parce que, oui, c'est pour rendre service, mais vous avez rien demandé, en fait. Vous voyez, et c'est ce caractère qui est très 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 compliqué, suivant la limite, parce qu'il y a des gens que ça dérange pas, mais c'est d'une bonne intention et c'est pour aider, donc je peux pas dire quelque chose, mais en fait, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, ça peut être aussi, j'ai pas d'exemple. Je pense que ça vous parlera de toute façon, hein, si vous êtes concerné par ce truc de je te rends service. Mais c'est vraiment une excuse, un prétexte pour dépasser certaines limites. Alors qu'ils ne sont pas forcément transcendantes non plus, hein, mais vous voyez, j'ai un peu de ça. Et vous avez une tendance, naturellement, peut-être que vous aviez des parents comme ça, à donner votre pouvoir aux autres. Vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à gérer les conflits, et vous êtes un peu en train de reproduire, sauf que il y a une partie au fond de vous, j'ai l'impression, qui se dit c'est pas normal. C'est pas... je suis perdue. Parce que, moi, encore une fois, c'est peut-être une relation sentimentale, c'est peut-être une relation familiale ou amicale, parce que là, c'est assez large. Ce que je ressens fort, c'est du gaslighting. Le gaslighting, c'est quand on arrive à vous faire douter de vos propres émotions, de votre mémoire, de choses comme ça. C'est-à-dire, oh non, tu t'offusques pour rien, t'es quand même ingrate ou ingrat, moi je voulais te rendre service. J'ai fait ça pour te dépanner et puis tu m'engueules, t'es pas gonflé quand même. Donc, premier réflexe, oui, il ou elle a raison, c'est vrai que c'est pour me rendre service, je devrais pas ressentir ça. Vous voyez, donc, je suis pas fan de cette relation. J'ai pas l'impression, par contre, que ce soit malveillant. On n'est pas sur du pervers narcissique. J'ai l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui
qui manipule quand même, ouais, mais qui... Je sais pas, j'aime pas trop. Voilà, on va voir ce qu'il y a après, mais... Bon, c'est un petit peu... c'est pas très sain. Et de toute façon, vous le sentez, vous. Hein. Moi, je vous sens un peu perdu de qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est normal comme position, est-ce que... Ouais. On va aller voir. Alors. Ah, on est sur des gens un peu tenaces. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. On est sur... Alors, on est sur des personnes qui sont seules, qui sont tristes, qui se sentent exclues, qui se sentent... C'est pour ça que j'avais pas ce caractère malveillant, en fait, cette volonté d'empiéter chez vous, c'est parce qu'on se sent seul, en fait. Indirectement, c'est une sorte d'appel à l'aide. Alors attention, hein, c'est pas parce que les motivations, on va dire, sont bonnes que ça justifie. D'accord? Mais on n'est pas dans de la malveillance. On est sur une personne qui fait ça parce que elle veut garder un lien avec vous, parce qu'elle a besoin d'être proche de vous, parce qu'elle sait pas faire autrement. Et il y a ce truc un petit peu de, voilà, moi je me sens incompris ou incomprise, je me sens seule. Donc, en me rendant quelque part indispensable, en créant du lien d'une manière qui fait que on peut pas m'envoyer bouler, je gagne de la place. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui traverse peut-être une mauvaise passe. Ça peut, pour certains d'entre vous, j'ai l'image d'un ami ou d'une amie qui va pas bien, qui sait pas comment en parler parce que il ou elle veut pas forcément être un poids. Et donc, en essayant de pas être un poids et de vous rendre service, ben, finalement, il ou elle en devient un, mais différemment. Vous voyez, c'est j'ai pas envie d'être toute seule, ou tout seul, j'ai pas envie, j'ai peur, donc je me rapproche. Et en me rapprochant, ben j'essaie de m'incruster quelque part dans ta vie, quoi. Dans le cadre d'une relation sentimentale, on peut être aussi effectivement dans ce genre de truc. J'ai peur que tu me quittes, j'ai peur d'être seule parce que ben mon entourage il est pourri, donc je prends de la place pour que quelque part ton monde ne puisse pas tourner sans moi. C'est vraiment ça l'image, hein. C'est que on essaie de créer une dépendance quelque part, ou de créer une espèce aussi de... Soit on essaie de prendre de la place dans votre vie pour que vous puissiez pas vous débrouiller sans nous, soit on peut créer dans une relation sentimentale une espèce de cadenas, c'est-à-dire on peut volontairement laisser des affaires chez vous pour bloquer, par exemple, les séparations, la prise de distance, ces choses comme ça. Donc, quelqu'un qui prend beaucoup de place, en fait. De manière générale, que ce soit dans la matière ou émotionnellement, c'est une personne qui va essayer de prendre de la place. Donc, soit pour ça, donc soit pour vous rendre dépendant ou dépendante, soit pour obtenir une espèce de vous être redevable. Dans tous les cas, le but de cette personne, et ça vient d'un mal-être, c'est d'occuper l'espace chez vous. Ah, émotionnellement, physiquement, matériellement, peu importe. Au niveau des dettes aussi. Hein. Ouais. Oui, ça j'aime pas parce que j'entends des discours un peu moisis quand même. On peut vous... Alors, c'est pas intentionnel. Genre, la personne, elle sait pas réellement ce qu'elle fait. D'accord? C'est plus de la manipulation inconsciente, mais il n'empêche que le résultat est pas fou. Moi, j'entends des phrases du genre, une sorte de conditionnement, du genre, ah, t'es mignon ou t'es mignonne quand en gros, quand tu fais ce que je dis. Vous voyez? Tu vois, quand tu m'écoutes, c'est mieux quand même. Ça a l'air de rien, hein, mais j'aime pas cette relation. Hein. J'aime pas cette relation.
Euh, peu importe la motivation de base, même si cette personne est triste ou c'est un mal-être, là on est dans du toxique quand même. Hein. Parce qu'on vous fait douter de vous, on essaie d'instaurer une emprise, on essaie de vous conditionner en mode regarde quand t'es docile ça fonctionne bien et quand t'es pas d'accord bah t'es le méchant ou la méchante ou t'es ingrat ou t'es ingrate ou j'aime pas ce qu'on a là, hein. Vraiment. C'est un peu, ouais, c'est K, je crois, dans le livre de la jungle, là, qui se balance, qui fait confiance. C'est un peu ça, là. C'est pas. Hmm, ouais. En fait, ouais, c'est vraiment. Encore une fois, hein, après avoir pour chaque relation, vous allez peut-être dire ok, je sais qui c'est, et si cette personne c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, je sais que c'est mal intentionné, etc. En tout cas, dans cette lune, j'ai vraiment, on projette ses ombres, on projette son mal-être, on projette sa maladie chez vous, en fait. Et quelque part, ben, c'est un peu adapte-toi à moi, quoi. Hein. Y a pas de remise en question du tout. Il n'y a pas de volonté de changer. Il y a au contraire, euh, moi j'entends, on veut vous engloutir. Voilà. On veut vous... Ouais, il y a des vibes narcissiques tout court de vous engloutir pour que vous correspondiez quelque part à ce dont on a besoin, à ce que l'on veut. Et là-dedans, finalement, ce que vous pouvez ressentir, c'est pas très très important, quoi. Donc, attention avec cette relation, vraiment. Attention, parce que ça peut faire des dégâts. Euh, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Pour certaines personnes, j'entends que ça peut être par phase. Donc ces phases-là, il faut les remettre dans le droit chemin, hein, parce que c'est pas la personne qui est tout le temps comme ça. Pour d'autres, c'est quand même, j'ai envie de dire, vous êtes, si vous êtes au début, vous voyez que la partie visible de l'iceberg. Hein. Il y a beaucoup en dessous. Vous commencez à vous en douter, hein, parce que moi, ce qui me rassure, c'est vraiment cette énergie-là, là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes un peu perdu et je pense que vous avez peur de vous faire confiance parce que vous avez peut-être peur de penser du mal, entre guillemets, de cette personne parce qu'elle vous conditionne à lui faire confiance, que c'est mieux pour vous, etc. Et ça peut prendre du temps hein, avant que vous arriviez à sortir de tout ça, mais vous le savez au fond de vous qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, moi j'ai qu'on voit les choses de manière positive, certes, mais parce qu'elles sont... on voit un peu ça comme... Alors, c'est pas aussi planifié que ça, mais il y a une sorte quand même de match, quoi. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est que vous pliez. Le but, c'est que ça aille dans notre sens, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on a décidé que, par exemple, on voulait manger sushi. Vous avez une intolérance, j'en sais rien, aux fruits de mer. C'est pas notre problème. Vous voyez, c'est un peu ça. On va vous dire que vous en faites trop, que c'est n'importe quoi, que vous nous aimez pas assez pour nous faire plaisir, que vous aurez qu'à prendre des brochettes de poulet, parce que nous, on a décidé de manger sushi. Et dans ces moments-là, oui, on se sent bien, parce que quelque part, ça tourne autour de nous. Et en fait, la guidance, c'est censé être qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Mais cette personne, il y a quand même énormément de vibes narcissiques, donc ce qu'elle ressent, ça la concerne énormément. Et ce qui est en rapport à vous, c'est plus ou moins les jeux de pouvoir, c'est-à-dire que je veux que cette personne, je veux prendre de la place, encore une fois, matériellement ou émotionnellement dans sa vie, pour que cette personne, son univers, ce soit moi, que tout tourne autour de moi. Donc, je vais faire en sorte d'être le sauveur ou en fait on rêve d'être votre sauveur ou votre sauveuse, mais en réalité on est votre bourreau dans cette histoire. Hein. Alors après ça change. Forcément comme on est votre bourreau pour mieux vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé, mais on vous fait croire que vous en avez besoin. Et donc ouais, il y a quand même beaucoup de vibes de narcissiques, voire pervers narcissiques là-dedans. Compliqué. Compliqué.
Ça peut vous confirmer certaines choses, tant mieux. Encore une fois, je pense pas que vous allez tomber des nues. Moi, de toute façon, si vous avez un début de réflexion là-dessus, c'est pour vous confirmer tout ça. Faites attention. Parce que c'est pas des gens qu'on peut changer, hein. Ouais. Oui, on est sur la... Vous voyez, la préservation, elle est à l'inverse de l'égoïsme. Mais dans ce cas, c'est... moi, je le sens en forme ultime de l'égoïsme. C'est-à-dire que je me préserve moi et que moi. Et vous voyez, la personne là qui est au centre des oiseaux qui arrivent vers elle, c'est un peu ça. Je dois être le centre du monde. Je dois... les choses doivent venir à moi. Le monde doit graviter autour de moi. Et la relation également. Si j'ai besoin de quelque chose, on doit me l'apporter. Si on n'est pas sur... vous voyez, elle tend pas la main hein, pour essayer de charmer les oiseaux ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment, j'ai besoin d'être... Il y a ce cercle qui fait très soleil, très central, voilà. Ouais, c'est pas une période, une personne très saine, c'est pas une relation très saine. Ça peut faire référence à une relation sentimentale, mais j'ai quand même plus le sentiment qu'on fait référence à une relation amicale ou familiale dans ce cas. Et pour moi, vous en avez conscience, mais le problème du gaslighting et de l'emprise, c'est qu'on finit par douter de soi-même. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir. Hein. Vous n'êtes pas faible, c'est pas vous le problème, parce que c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Faut pas non plus culpabiliser si vous n'arrivez pas à en sortir tout seul. C'est très très compliqué, c'est très très dur. C'est des personnes qui ont énormément d'emprise, qui sont très douées dans la manipulation, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et vous êtes, entre guillemets, les victimes. Vous n'êtes pas trop bête ou trop naïf ou je sais pas quoi. Okay, donc, faites attention à vous. Entourez-vous au maximum et n'hésitez pas à parler de vos doutes. C'est ce qui peut vous permettre de sortir en fait de ces doutes et de ce gaslighting. Si vous vous dites ok, est-ce que c'est moi qui suis pas normale ou est-ce que en vrai il y a vraiment de l'abus, si vous en parlez à des personnes neutres et que vous voyez que ces personnes sont dans le même état d'esprit que vous et disent bah non c'est pas normal, ça va vous encourager, ça va vous redonner confiance. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'opulence, le 21 et commencer à diriger. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Ok. Ok. On est sur une personne qui est partie, une personne qui est... Alors, une personne pour qui, pour moi, vous n'avez pas spécialement de nouvelles, voire pas du tout. Voilà, quand je dis parti, c'est parti, hein. C'est pas juste de la distance. Vous voyez, moi j'ai la volonté là de compenser, de se noyer un peu dans la famille. Ça peut être la famille, une personne qui est très proche de sa famille, qui peut même vivre pour sa famille, c'est-à-dire se sacrifier à outrance pour sa famille. Ça peut être un des motifs d'ailleurs de son départ. Une personne qui va s'oublier pour les autres, mais pour s'abrutir, pour pas penser à vous, notamment. J'ai une personne qui essaie... J'ai une personne qui se sent profondément seule malgré le fait qu'elle soit entourée. Vous voyez, c'est
un peu le paradoxe, par exemple, des grandes villes. On a énormément de monde autour de nous et pour autant, il y a cette espèce de solitude parce qu'on ne se sent pas compris. Et si on ne se sent pas compris dans ce cas-là, c'est parce qu'on ne s'exprime pas. On n'a pas envie. On n'en est pas capable parce que s'exprimer, c'est aller voir à l'intérieur de soi, c'est réveiller des choses dont on n'a pas envie de parler, potentiellement des souffrances. Et on est sur une personne qui peut paraître très sociable, qui peut paraître très entourée, mais qui se sent particulièrement seule. Ouais, j'ai vraiment ce truc, on est incompris, c'est-à-dire qu'on se sent vide à l'intérieur. On essaie de compenser, on essaie de remplir, on essaie de noyer, mais ça ne fonctionne pas. On est vraiment... Ouais, je sens beaucoup de vide, de détresse, et on essaie de compenser. Hein. Et vous, bon, bah vous essayez... Enfin, le lien était particulier, la connexion aussi, quelque chose de particulièrement évident. Et d'ailleurs, pourquoi on a ce vide actuellement? Parce que je pense qu'on a toujours été comme ça. On a toujours eu du mal à assumer ce que l'on était, à être authentique dans sa vulnérabilité avec les autres. Et pour autant, quand on vous a rencontré, vous êtes passé à travers tous les masques. Hein. Qu'on le veuille ou non, vous aviez cette capacité de lire en nous, de lire entre les lignes, de voir derrière le masque. Et c'était aussi terrifiant que c'était génial. Parce que pour une fois, on n'était plus seul. Parce que pour une fois, on se sentait compris, comprise, on se sentait épaulé, on se sentait aussi aimé pour ce que l'on était. Et ça, c'est quelque chose de complètement dissonant pour cette personne. Parce que s'il y a ce masque, s'il y a cette volonté de ne pas montrer ce que l'on est, oui, il y a un rapport avec la vulnérabilité, mais j'ai l'impression qu'on n'accepte pas de pouvoir être aimé pour ce que l'on est, avec nos défauts, avec nos failles, avec nos faiblesses. Et du coup, c'était aussi vraiment merveilleux d'avoir quelqu'un qui nous aime pour ce que l'on est, que c'était terrifiant parce qu'on n'y croyait pas. On ne s'aimait pas, donc on ne pouvait pas accepter que l'on nous aime. Et donc là, bah, on cherche à reproduire ce que l'on connaissait avant vous, sauf que ça ne fonctionne pas, parce que maintenant qu'on y a goûté, maintenant qu'on a connu ça, on sent encore plus le vide à l'intérieur de nous. Vous, bon, vous êtes un petit peu en mode j'aimerais bien avoir des nouvelles, j'aimerais bien savoir ce que cette personne pense, est-ce qu'il ou elle pense encore à moi, comment il ou elle va. Vous n'arrivez pas à couper complètement le lien parce qu'il y a cette espèce de connexion, de reconnaissance, etc. On est sur des... oui, ça peut être des âmes sœurs, encore une fois, relations karmiques, flammes jumelles, ça peut aussi, ça résonne pour vous, vous prenez. Et pour autant, aujourd'hui, on est dans une relation qui est fermée, hein, qui est complètement, qui est au point mort. Il y a eu un non, il y a eu un stop, il y a eu une séparation. Cette personne était sûre d'elle, on va dire, c'était cette personne-là. Vous étiez plutôt dans le, entre guillemets, dans le dépit et la tristesse. Et pour autant, aujourd'hui, vous respectez, mais parce qu'on vous a pas vraiment donné le choix. C'est-à-dire que vous avez vraiment bataillé pour que cette relation se maintienne, pour garder le lien. Vous avez peut-être eu tendance à vous dire, ok, si je suis comme ça, si je suis comme ça, si je fais ci, si je fais ça, si je m'adapte, si je sacrifie comme ça, si je suis moins comme ci ou plus comme ça. Et pour autant, on est arrivé à un stade où, bah, à un moment, ça s'est fini parce que c'est cette personne, entre guillemets, le problème. Ça n'a jamais été vous. Alors, je pense que vous aussi, hein, pour d'autres raisons. Il y a peut-être, pour vous, si vous êtes encore à regarder du côté de cette personne, il y a peut-être des vibes un peu de dépendance, de peur de l'abandon, de choses comme ça. Hein. Mais c'était plus fort à l'époque, ça vous a forcé indirectement à travailler là-dessus. Mais si cette personne est partie, mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de, on va dire, son manque d'amour pour lui ou pour elle. Ok ? Donc aujourd'hui, on essaie de retrouver cet amour dans des liens proches, mais ça ne fonctionne pas, encore une fois. Et ouais, la relation, elle est... Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on
on est en train de prendre conscience de certaines choses, potentiellement peut-être de vous chercher indirectement, parce que vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours été dans cette posture-là de vouloir regarder de l'autre côté du jardin. Je pense que vous avez fait votre vie, vous avez planté vos petites fleurs, votre petit potager, et là, si vous regardez, peut-être parce que vous entendez du bruit, vous voyez, je pense que cette personne, dans le monde subtil, elle fait du bruit parce qu'elle a des déclics, elle a des réalisations, elle a des choses comme ça qui arrivent. Et c'est parce que vous sentez peut-être que ça bouge, que vous n'avez jamais oublié que de l'autre côté, il y avait quelque chose d'important pour vous. Mais bah, vous pouvez rien y faire, donc je vais pas dire que vous êtes passé à autre chose, mais vous avez essayé de faire votre vie. Et là, ça s'active. Donc là, vous revenez un petit peu dans j'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça revient, est-ce que ça revient pas, etc. Donc, voilà. Ok. Alors. Ouais, ça m'étonne pas. On est effectivement en train d'avoir ce déclic par l'absence. On a envie de... et c'est assez... Je trouve que c'est très représentatif de l'image que j'avais, en fait, quand je vous disais, cette personne, elle est vide. Elle est vide, elle se sent seule, il n'y a rien qui l'anime, en fait. Le cœur, il est vraiment... Ouais, il n'est pas endeuillé dans la tristesse, il est endeuillé dans le vide et dans l'absence. Et cette personne, elle essaie de se reconstruire, mais bah, elle essaie de boire quand elle a faim. Vous voyez, ça fonctionne pas vraiment. Elle essaie de trouver une motivation, une voie, quelque chose qui l'anime à la hauteur de ce que vous avez provoqué, mais ça ne fonctionne pas. Et on est en train de faire face à ce genre d'échec, de se dire je comprends pas. Parce que j'ai déployé toutes mes ressources dans d'autres relations, dans des projets, dans des choses qui normalement m'animent, et elles m'ont animé un moment, mais ça ne fonctionne pas. J'ai toujours ce manque, j'ai toujours ce vide, et j'ai toujours l'absence. Votre absence, elle pèse. Elle pèse dans chaque silence, elle pèse dans chaque période où on est seul avec ses pensées. Hein. Elle pèse quand on va se coucher. Y a vraiment... ce truc où vous hantez un petit peu la personne. Et c'est là où on peut faire vraiment le parallèle avec un deuil. C'est que bah, dans un deuil, il y a des moments où ça va, parce que on s'occupe, entre guillemets. Alors ça va en surface. En réalité, on ne soigne pas les choses, on détourne l'attention. Et ça peut fonctionner un moment. Mais bah, quand on vit un deuil, il y a des moments où un mot, une odeur, un objet, une musique, ça va tout nous faire remonter parce que enfouir n'est pas la solution. Et on en est un petit peu là. On essaie c'est pas vraiment de vous remplacer parce qu'on sait que vous êtes irremplaçable, mais on essaie de combler. Et parfois, il y a des moments de vide, de solitude où eh ben ça ressort. Et quand ça ressort ou quand ça remonte, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, bien sûr que ça fait paniquer parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est partie il y a un moment et que on se trouve complètement démunis, on se trouve... on ne sait pas quoi faire en fait, parce qu'on se dit que voilà, si on vous met de côté, si on passe à autre chose, si on comble avec d'autres personnes, avec des activités, au bout d'un moment c'est bon, on va réussir à faire le deuil, on va réussir à s'habituer à tout ça, on va réussir à passer à autre chose, nos sentiments vont s'amoindrir, ils vont un petit peu se tasser, et c'est pas le cas. Et comme c'est pas le cas, c'est terrifiant, ça fait peur. Parce qu'on se dit, ok, mais est-ce que j'ai pas fait de la merde? Comment je peux m'en sortir? Parce que ça me fait toujours mal, en fait. Je fais tout pour que ça ne me fasse plus mal, mais ça me fait mal. Je me sens perdue, je me sens zombie, je me sens vide. Et quoi que je fasse, je n'arrive pas à remonter la pente. Et pour autant, j'en ai remonté des pentes. Hein. On est sur une personne qui est ultra résiliente. Et là, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas, et c'est terrifiant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le contrôle là-dessus. On a l'impression qu'on ne peut plus réparer les choses,
Donc on est condamné à subir comme ça et on ne peut rien faire non plus pour que ça s'apaise. Donc c'est terrifiant. Ok. Ouais, on essaie de tenir bon. On essaie de tenir bon. Et vous voyez le... je sais pas si vous allez voir la caméra, mais le renard, il est blessé quand même. Hein. Il est blessé, il est pas forcément au mieux de sa forme, et pour autant, il est fatigué, en fait. Il est fatigué, mais il est en alerte. Vous voyez, bon, il va pas dire il est au bout de sa vie, mais il est épuisé, il a mal, mais il n'arrive pas à baisser la garde, en fait. La personne, elle se fait mal toute seule, indirectement, et pour autant, elle n'arrive pas à baisser ses barrières. Elle est pas... Elle a envie, en fait, de passer à autre chose. Mais là, on est un petit peu dans le côté borné du 9 de bâton. Vous voyez, c'est-à-dire que on veut tenir, on veut être résilient, on a énormément de courage. Ça, on peut pas lui enlever à cette personne. Mais c'est un peu... l'image que j'ai, c'est, vous voyez, on vous apprend... enfin, je sais pas si on vous a appris, mais par exemple, si vous allez en mer et que vous vous faites emporter par le courant, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'essayer de nager contre le courant. Parce qu'on va vouloir regagner la berge, parce qu'on est dans cette panique, on est dans l'instinct de survie, on se dit, ok, plus je m'éloigne, plus c'est dangereux. Sauf que, à lutter contre le courant, aussi terrifiant que ce soit de lâcher prise, en fait, c'est contre-productif, parce que vous vous épuisez. Parce que vous allez gaspiller vos ressources contre quelque chose qui est plus fort que vous, et que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est exactement l'image que j'ai. C'est que la personne, depuis des années, des mois, peu importe depuis combien de temps vous êtes séparés, elle lutte contre le courant. Elle s'obstine à nager à contre-courant pour rejoindre la berge, parce qu'elle pense que la berge, c'est mieux pour elle. Et plutôt que de laisser aller, parce que du coup, si vous êtes emporté par le courant, en fait, il faut lâcher. Il faut vous laisser porter, parce que ça sert à rien. Et une fois que c'est calmé, c'est là où il faut prendre des décisions, c'est là où il faut potentiellement nager, etc. Ok ? Et là, ben non, on s'obstine. On est à bout, hein, on est épuisé. Mais ça va chercher dans l'instinct de survie. On n'a pas les idées claires parce qu'on est tellement en panique, justement, qu'on est orienté par la panique. Et donc on nage, on continue. On est dans la résilience extrême. Hein. La personne, elle est à bout, mais elle est dans son courage. Il faut que je tienne, il faut que je sois déterminée, il faut pas que je lâche. Il faut que je continue ce que j'ai décidé en premier lieu. Même si ça m'épuise, même si ça me fait du mal, même si ça ne marche pas, je suis convaincue que c'est la seule et unique solution. Donc on en est encore là. Et pour autant, avec ce cœur endeuillé et surtout ça, je sais pas pourquoi, j'avais cette énergie de... on commence à voir la lumière en fait. On commence à voir, je sais pas, un peu le jour qui se lève. Alors on n'est pas encore à changer d'opinion, mais on commence à prendre conscience de certaines choses. Que peut-être que... c'est comme si, vous voyez, cette image d'une personne qui nage à contre-courant et qui n'avance pas, c'est comme si là, on commençait à avoir le déclic de « ça ne fonctionnera pas ». Alors, c'est pas pour autant qu'on est en train d'envisager d'autres solutions ou qu'on sait comment pallier à ça ou comment faire différemment. On n'en est pas à réfléchir à ça, mais on est dans ce déclic et cette réalisation de « ce que je suis en train de faire ne marche pas ». Donc, qu'est-ce que je fais ? Tant que j'ai pas trouvé d'autres solutions, je continue de faire ce que je fais parce que, ok, ça marche pas, mais ça n'empire pas. Donc, je continue de nager. Mais, j'arrête de me dire que comme ça, je vais rejoindre la plage. J'ai compris que ça marcherait pas.
Ouais. Ce renard, je le sens bien aspexé, je le sens plutôt dans le côté malin, un petit peu du renard, de ok, je commence à voir ce qui cloche, je commence à faire des liens, je commence à me dire que peut-être que je me suis trompée. Mais, bah, on est aussi sur le côté très... Le renard, il peut avoir un côté égoïste, mais là, c'est pas égoïste, c'est du bon égoïsme. C'est-à-dire, je pense à moi, quoi. Faut pas... le but, c'est quand même que je survive, que je m'en sorte, que je sois pas... que ma situation n'empire pas. D'accord? Donc, on est vraiment dans, ok, je commence à voir que ça cloche. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Et pour le moment, la réponse, c'est pas vous. Hein. Pour le moment, c'est la meilleure chose pour moi, c'est que j'aille mieux. Mais c'est encore, je sais pas comment vous expliquer, c'est encore incompatible avec le fait d'être avec vous. Parce qu'il y a ce truc encore terriblement terrifiant et puis cette espèce de conviction que de toute façon, vous ne pouvez pas nous aimer réellement pour ce que l'on est. Encore moins maintenant qu'on a mis les voiles, etc. Donc on va, là on est plus dans une réflexion de comment je peux combler différemment. Ce que je fais depuis des années ne fonctionne pas. J'ai l'impression que combler, ça fonctionne pas des masses. Mais est-ce que je peux pas trouver une alternative? Voilà, on va être un petit peu dans ce cheminement-là. Même si j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a une partie de nous qui nous souffle de plus en plus. Tu connais ta réponse, c'est juste que t'as pas envie de l'entendre. Hein. Ouais. Ok, c'est bien. C'est bien, mais cet amour de soi, je le sens un petit peu... Je sens pas en mode oui, j'ai eu le déclic, je vais m'aimer, comme ça ira mieux. Non. Je le sens plutôt en mode je dois apprendre à me contenter de moi-même. Voyez, donc c'est pas je m'aime, c'est je dois apprendre à être seule. En fait, c'est plus pour ne pas subir l'abandon. Je dois dépendre de personne, donc je dois essayer de ne dépendre que de moi-même. Donc c'est pas vraiment de l'amour de soi, c'est plus... on est une personne têtue quand même. Hein. On essaie vraiment d'esquiver le truc. J'ai aussi... je sais pas, j'aimerais... moi, ce que j'entends, c'est... j'aimerais quelque part qu'on m'aime autant que cette personne m'a aimé, mais un peu moins fort quand même, parce que c'était... Vous voyez, on n'a pas tout à fait encore compris le truc. Hein. Donc, ouais, là, on est sur une personne qui reste... C'est quand même des énergies qui sont très solitaires. Vous hantez cette personne et on peut pas s'empêcher de penser à vous. Et c'est ce qui creuse l'absence et ce qui creuse le vide. Mais plus il y a ce vide, plus il y a cette absence, plus... Pour le moment, en fait, la tangente, avant, c'était de combler. La tangente, maintenant, c'est de dire, ok, je suis seule, il faut que je m'y fasse et il faut que je m'habitue à ça. Et c'est ça la solution. Donc, on est sur une phase intermédiaire encore, voilà. Mais ça c'est déjà un bon déclic, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.